Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost est l'un des fournisseurs VPN les plus fiables du marché. Il affiche une note presque parfaite sur Trustpilot avec plus de 20 000 utilisateurs qui l'ont qualifié d'excellent. Et ce n'est pas pour rien. Vous pensez peut-être que le mode navigation privée protège votre vie privée? Détrompez-vous. Votre fournisseur d'accès internet, votre lieu de travail, votre école, le Wi-Fi de votre domicile ou même les sites que vous visitez peuvent toujours suivre ce que vous faites en ligne. Et c'est là que CyberGhost VPN entre en jeu. Il chiffre votre trafic internet et le fait transiter par des serveurs sécurisés dans plus de 100 pays, garantissant une confidentialité et une sécurité totale. Personne, ni les hackers, ni votre fournisseur d'accès internet, ni même CyberGhost ne peuvent voir ce que vous faites en ligne. Avec CyberGhost, vous pouvez accéder à plus de 40 plateformes de streaming dont Netflix, Amazon Prime et Disney+, et profiter de contenus disponibles dans d'autres pays en seulement quelques clics. Avec un seul abonnement, vous avez une protection complète. CyberGhost fonctionne sur tous les appareils et systèmes d'exploitation et vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, parfait pour partager avec votre famille ou vos amis. Utilisez le lien dans la description pour profiter de 83% de réduction plus 4 mois offerts avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours ainsi qu'un support client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez l'essayer sans aucun risque. Alors, n'attendez plus, cliquez sur le lien dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez dès aujourd'hui à protéger votre vie numérique. Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui et vous savez pourquoi? Parce qu'on va parler d'un album qui est très important pour moi, l'album Dangerous. On va dire que c'est l'album avec lequel j'ai vraiment plongé dans l'univers de Michael. Parce que c'est vrai que mes premiers contacts avec la musique de Michael datent de l'album Bad, notamment avec Smooth Criminal et Leave Me Alone. Mais c'est vraiment avec l'album Dangerous que ça a pris une ampleur beaucoup plus importante. Je dis toujours que j'ai énormément écouté tous les albums de Michael, mais Dangerous c'est au-delà de l'avoir énormément écouté, c'est-à-dire qu'à une époque quand j'ai découvert cet album, je l'écoutais en boucle tous les jours de la semaine pendant des mois entiers, donc je ne sais même pas combien ça représente d'écoute en tout, mais c'est énorme. Et si vous suivez mes vidéos, eh bien vous savez que j'avais fait une écoute de l'album Dangerous en studio à Abbey Road Paris en compagnie de Jean-Philippe. C'était la première vidéo de ce type d'ailleurs que j'ai fait à Abbey Road avec Jean-Philippe. Et tous les deux, on avait été subjugués par une DAT que j'ai de Dangerous, qui est dans ma collection, et qui contient une version qui nous a mis tous les deux vraiment sur le cul. Et je vous assure que pour mettre Jean-Philippe sur le cul, il en faut, parce que voilà, c'est un ingénieur du son, il a des années d'expérience. Pour le surprendre, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Et cette DAT de Dangerous, elle nous a éblouis. Et à l'époque, on l'avait comparé à la version Hi-Res de chez Qobuz, et la DAT battait cette version. Bien que sur le papier, la version Qobuz est censée être supérieure, mais la DAT avait une dynamique, elle avait un truc en plus qui était déjà d'une part audible en studio et qui nous a fait dire qu'il n'y avait pas photo, c'était vraiment la version DAT qui subjuguait tout, quoi, vraiment. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de ressortir ma petite DAT de mes coffres. Voilà, elle est là, cette petite merveille. Alors c'est vrai qu'elle est pas grande, hein, elle est vraiment toute petite, mais c'est une merveille, c'est un bijou. C'est un exemplaire, je vais pas dire unique parce que peut-être qu'il en existe une autre quelque part chez un ancien ingénieur du son ou peut-être dans les archives de Bernie Grundman Mastering, mais c'est absolument rarissime. Je pense qu'il doit en exister peut-être quelques unités dans le monde, mais pas plus. Donc c'est un trésor cette version. Alors je sais que l'album est sorti récemment en SACD chez MoFi, mais on sait que les sources sont différentes d'une chanson à l'autre. Et moi j'ai la chance de posséder une version qui provient du même master. L'album entier provient de la même source. Et je me suis dit aujourd'hui que c'était l'occasion de la ressortir pour l'écouter, mais surtout pour qu'on parle ensemble de cet album extraordinaire. Alors j'ai fait mes petits branchements, on va s'écouter le contenu de cette DAT
Évidemment, j'ai testé ma platine DAT avant et j'ai vraiment hâte de la réécouter parce que je ne l'écoute pas souvent étant donné que cette DAT est très précieuse. Donc là, c'est exceptionnel ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai lancé une campagne Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, j'ai pas mis en place un système d'abonnement mensuel, j'ai fait vraiment une cagnotte où chacun donne ce qu'il veut pour faire grossir une cagnotte qui m'aidera à développer la chaîne. Et sur cette campagne, à partir de 20 €, vous participez à un tirage au sort qui vous permettra d'assister à mon prochain tournage dans les locaux d'Abbey Road Paris qui aura lieu à l'automne. Et vous savez quoi ? La personne tirée au sort qui assistera au tournage, je lui offrirai la possibilité d'écouter ses 2 titres préférés de l'album Dangerous dans cette qualité, dans ce magnifique studio avec moi. Donc vous verrez, je vous mettrai tous les liens dans la description de ma campagne Tipeee. D'avance, merci pour vos dons, ça m'aidera beaucoup. Bon, je crois qu'on est prêt. Je vais aller m'éponger un petit peu le visage d'abord, je vais aller boire un verre d'eau parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et ensuite, on va se poser et on va partager ce moment ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette écoute de Dangerous avec vous aujourd'hui. Ok, bon, c'est parti. Ouf. Ce bruit de verre au départ, je trouve que c'était une bonne entrée en matière. C'est-à-dire on a un bruit de verre où on sent que c'est quelque chose qui va fracasser. Et c'était bien, je trouve, pour un morceau d'ouverture d'album. La rythmique quand même était bien travaillée, lourde, percutante. Ouais, c'est un titre qui ouvrait très très bien l'album, je trouve. Déjà, rien que la partie rythmique au départ, ça pose l'ambiance, quoi. Avec les petits sons très doux derrière, juste pour alléger un petit peu. Oh, les infrabasses, là. Et je trouve que dans sa manière de chanter, c'était différent déjà de l'album Bad. Je trouve que déjà, ça amenait une nouveauté de ce côté-là. Je trouve qu'il chante et il rappe en même temps. On a un mélange un peu de genres. En fait, il y a des similitudes avec la chanson Bad dans le sens où c'était un morceau très street, très percutant. Mais là, je trouve qu'on voit qu'il y a quand même quelques années qui sont passées entre deux parce qu'on change complètement de registre. Ce petit rap quand même. Je trouve que ça a ajouté du corps à la chanson, ce qu'on n'avait pas dans l'album Bad. Et après d'ailleurs Michael va user énormément de ça en mettant du rap partout dans ses chansons. Jusqu'à l'album Invincible en fait. On sent vraiment avec cette chanson qu'on changeait de décennie, on changeait de style. Et Michael évoluait vers quelque chose de différent. Et en ça, je trouve que ce premier morceau est très réussi sur l'album. Et après la grosse patate de fin. Je trouve que, ouais, comme j'ai dit pendant l'écoute, je trouve que c'est un morceau qui commençait super bien l'album, qui annonçait vraiment la couleur, avec ce bruit de verre qui s'éclate au départ. Il annonçait vraiment la couleur. On avait ces sons beaucoup plus lourds, on avait de l'infrabasse, on avait du rap. Avec Jam, on n'est pas du tout sur un style typique, ni des rythmiques typiques de New Jack Swing. Ce qu'on aura un peu plus loin dans l'album, notamment avec Remember the Time, où là on est vraiment sur des morceaux très New Jack. Jam, on n'est pas encore vraiment, je trouve, sur un morceau New Jack, on est vraiment à la croisée des chemins. Et je pense que c'est dû au fait que le morceau a d'abord été travaillé par Ronnie Moore et Bruce Swedin. Et ensuite, il y a eu l'apport de Teddy Riley qui est arrivé en cours de production de ce morceau et qui a amené sa patte. Et je trouve que le mélange des deux fonctionne très bien parce qu'on n'est pas sur un style trop daté, trop New Jack Swing. On est vraiment sur un mélange des deux qui fait que Jam, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est un morceau qui est très percutant. Quelle manière de commencer cet album, ce nouvel album de cette nouvelle décennie et ce premier album sans Quincy Jones. Voilà. Et je trouve que là, c'était un excellent choix de mettre Jam en premier parce que là, ça annonçait la couleur et après, Michael n'avait plus qu'à dérouler. Et justement, il déroule ensuite avec, pour moi, un des morceaux les plus sous-estimés de sa carrière, qui est
Why You Wanna Trip On Me. Parce que là, alors déjà on est KO avec Jam et Michael renchaînait derrière avec Why You Wanna Trip On Me et toujours avec un morceau qui tabasse quoi. Ça claque énormément. Oh cette guitare. Déjà guitare électrique comme ça rappelait un peu Beat It. Oh là là, cette rythmique. Et là, je peux vous dire que ma DAT, elle sonne. Oh. Là, c'est un vrai kiff. Oh là là. Pareil, le travail sur cette rythmique. Là, on est sur une tonalité un peu plus New Jack avec une caisse claire qui est très présente. Et là, comme je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, on est sur le morceau typique Michael qu'il a instauré avec la chanson Bad par exemple. C'est-à-dire, on a des couplets qui sont très sombres. La manière de chanter de Michael qui est qui est un peu basse, un peu sombre. Et on va s'élever vraiment dans les refrains. Et là, justement... Voilà. Et là, on a les harmonies derrière. C'est très léger. Et j'adore vraiment cet ascenseur émotionnel. Ah, les refrains, c'est vraiment ce que je préfère dans ce morceau. Je trouve qu'il a des similitudes avec Bad. J'ai toujours trouvé que ce morceau avait des similitudes avec Bad, mais j'ai presque envie de dire que je préfère Why You Wanna Trip On Me à Bad. Oh là là, la guitare rythmique. Qu'est-ce que je l'adore cette guitare. Et on a 2 morceaux de suite qui finissent par une explosion. Que dire de plus ? Je trouve que c'est un morceau qui est toujours aussi bon, qui est toujours aussi actuel. Et comme je disais pendant l'écoute, je trouve que par rapport à Bad, parce que je trouve personnellement que ces 2 morceaux ont des similitudes, Why You Wanna Trip On Me vieillit beaucoup mieux, en tout cas est moins marqué dans son époque que Bad. Et là, donc, Michael enchaînait Why You Wanna Trip On Me après Jam, qui était déjà un gros morceau. Donc là, on avait vraiment 2 morceaux très costauds pour commencer l'album, avec le même type de fin, c'est-à-dire, boum, une explosion. Et après, on va enchaîner avec In The Closet, qui est une merveille. In The Closet, c'est une merveille. Et là, on va ressentir beaucoup plus le travail, je trouve, de Teddy Riley sur cette chanson, avec une jolie intro au synthé, qui est avec des sons très doux, très aérien, quelque chose qui va vous élever un petit peu. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que justement, c'est là où on voit qu'il y avait toujours ce savant dosage dans les albums de Michael. Chaque morceau était choisi pour une bonne raison et chaque morceau était placé dans l'album pour une bonne raison. Cette petite intro, la voix de Stéphanie de Monaco qui murmure. Là, c'est très beau. Et après, on va avoir toute la... Ah là là. Ça, c'est beau. Et ça fait une jolie intro. C'est presque un interlude, en fait, entre le reste de la chanson In The Closet et les 2 morceaux précédents. Et là, on est sur une rythmique un peu plus lente. Toujours un bruit de verre. Et c'est vrai que là, sur cet album, on avait des caisses claires qui étaient quand même claquantes, très claquantes. Mais le claquement était très bien maîtrisé finalement. Ce qui fait que c'est percutant mais sans être agressif.
Là on pose l'ambiance et après on va envoyer le refrain. Voilà, avec les harmonies, les petits sons de synthé derrière. Ouh, on s'envole un peu. Et en fait, on a Michael qui participe à la rythmique avec ses et ses put it, do it, do it, do it. On a en fait une rythmique qui est en partie vocale. Ce qu'on retrouvera aussi par exemple sur History avec Stranger in Moscow. Ah, ça j'adore, cette montée en tension. Ça, ce bridge musical. On a vraiment les synthés qui montent, on a une montée en tension et d'un seul coup, on envoie le final. Ah oui. Purée. Là, la DAT sonne divinement bien et là, j'ai kiffé mon moment. In the Closet, pour moi, c'est le parfait exemple d'un morceau qui propose vraiment une vraie atmosphère. Il y a une vraie atmosphère dans ce morceau. Le découvrir comme ça avec ce casque, avec ma DAT, c'est magnifique. J'ai pris mon pied, hein. Je pense que ça s'est vu. Bon, je vais me remettre un peu de mes émotions. Et puis on va enchaîner avec un autre morceau que j'aime beaucoup sur l'album. De toute façon, sur l'album, j'aime tous les morceaux. She Drives Me Wild, c'est un morceau que j'aime parce que, encore une fois, c'est un morceau qui propose un univers. Et ce que je trouve très intéressant dans ce morceau, c'est que justement, on va avoir toute cette thématique autour de la voiture et on va avoir des bruits de démarrage, des bruits de moteur et qui vont servir pour la rythmique de la chanson. Et ça, moi, j'aime bien. C'est quelque chose que Michael va refaire après dans d'autres chansons. Je pense par exemple à la chanson Privacy sur Invincible. C'est-à-dire qu'il se basait sur la thématique de la chanson pour prendre certains éléments et en faire la rythmique. La portière. Et là, hein. Ah, le bruit de démarreur derrière. Ah, c'est bien lourd comme j'aime. Et là, on va arriver dans le refrain. Voilà. C'est marrant, je découvre un élément de rythmique que j'avais pas avant quand j'écoutais sur mon poste cassette ou même en CD sur ma chaîne. C'est un truc qui est très en fond. Ou alors à moins que ce soit le mix qu'ils le mettent un peu plus en avant, ou c'est simplement le fait que le casque me permet de tout entendre. Et le rap. On est sur un morceau qui est lourd, une rythmique qui est lourde mais percutante. Et c'est en ça que je trouve que les morceaux sur Dangerous fonctionnent globalement tous très bien, parce qu'on est sur des morceaux qui sont pas forcément toujours rapides, mais qui sont très dynamiques, ça tabasse quoi. Et c'est un morceau qui fonctionne magnifiquement bien, qui est toujours aussi bon à écouter. Un morceau assez court finalement, parce qu'il fait 3 minutes 40 à peu près. Donc c'est pas un morceau qui est très long par rapport aux précédents morceaux qui duraient tous assez longtemps. Là on est sur un morceau court, mais... Et ce qui est marrant, c'est que sur les premiers morceaux de l'album Dangerous, on est sur des morceaux avec une rythmique qui va être très présente et qui fait que la voix de Michael, je ne vais pas dire qu'elle est en retrait, mais elle est un peu couverte par la rythmique qui est vraiment très présente, qui prend vraiment beaucoup de place. Mais c'est aussi ce qui rend ces morceaux très, très percutants, très dynamiques, très rythmés. Et ensuite, donc, on enchaîne avec, là, pour le coup, un morceau qui est
très New Jack Swing. Là, on sent vraiment le Teddy Riley derrière. C'est Remember the Time, qui est un morceau très bon, que j'aime beaucoup écouter. Le refrain, il rentre tout de suite dans la tête. C'est un morceau, Remember the Time, je trouve qu'il fonctionne tout de suite. Et ça, pareil, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est ce que j'aimais chez Michael. C'est ça, quand il faisait des morceaux qui étaient accessibles et faciles à écouter, et que tout de suite, clac, on captait le truc, on disait « Ah, waouh !» I remember that time. Là, on a vraiment l'influence Teddy Riley sur ce morceau. Là, c'est clair. Là, Teddy, on l'entend. Et le refrain. Les belles nappes de synthé derrière. Ah, ça c'est bon. Alors on avait vraiment ces petits bruits de bouche qui servaient pour la rythmique, ça j'aimais bien ça. Les souffles, les ah, et là il s'énerve et ça j'adore. Ah ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon ça! Ah, ça c'est la partie que j'adore. Il part en impro, sur la rythmique, entraîné par la musique. On a un côté très authentique. Oh. Une masterclass. Avec les petits bouts de claquements de doigts. Bon Dieu. Là, on mesure vraiment l'apport de Teddy Riley sur cet album. Je trouve que son apport a été déterminant et a vraiment donné la bonne direction à l'album. Là on est sur du morceau qui... C'est ce que je disais en fait avant. Tu l'écoutes une fois ce morceau, tout de suite ça fonctionne. Et tout de suite tu te dis waouh. Toute cette partie d'impro à la fin, c'est bon et ça rajoute justement beaucoup d'authenticité, beaucoup de dynamisme au morceau. Le morceau termine et waouh, on a écouté quelque chose de bon là. On enchaîne avec Can't Let Her Get Away. Alors c'est marrant, à l'époque c'était, je crois, le morceau que j'aimais le moins sur l'album parce qu'on sortait de Remember the Time qui était... Et c'était juste avant Heal the World qui était un autre morceau que j'adorais écouter sur l'album. Donc Can't Let Her Get Away, c'était le morceau où je disais « Ah ouais, bon bah vas-y passe ». Même si je continue à dire que c'est peut-être le morceau que j'aime le moins sur l'album, ouais, et il enterre quand même beaucoup de choses que Michael a pu faire par la suite, parce qu'il est très bon ce morceau, il est très bon. Pourquoi j'ai pas de son ? Ah, oui. Oh. Par contre, l'intro, elle était théâtrale. Très théâtrale. Ça me fait penser à Tabloid Junkie un petit peu. Et là, on a vraiment... tout est construit autour de la rythmique. Les petits synthés derrière. Par contre, j'aimais bien, c'est l'attaque du refrain. Là. Et là, on va aussi avoir la partie avec les bruits de bouche de Michael. Ça, c'était nouveau que Michael utilise ça comme ça sur ses albums. Ça, c'est la partie que je préférais sur la chanson.
l'interlude un peu en rap. Et juste derrière, je maintiens ce que je dis, c'est peut-être le morceau que j'aime le moins sur l'album, même s'il fonctionne très bien, même s'il a beaucoup de qualité. J'ai cette impression de dire, ouais, donc on passe de Remember the Time, qui est un banger, à Heal the World, qui est un autre banger, et on a ce morceau de transition, qui est très bon, entendons-nous bien, hein. Il est vraiment très bon, mais c'est peut-être le morceau que j'aime le moins sur l'album, même après toutes ces années. Et surtout, il clôt donc je dirais une première partie de l'album, parce que Dangerous, pour moi, il y a vraiment deux parties distinctes. Il y a la première partie avec tous ces sons un peu New Jack, up-tempo, voilà, des morceaux dynamiques, percutants, etc. Et ensuite, on va passer sur la seconde partie de l'album, où là on va passer plus sur la partie où on va être sur déjà des thématiques et des styles musicaux beaucoup plus variés. Et cette première partie de Dangerous, je ne veux pas dire que c'est le même style parce que les morceaux sont très différents, mais on a toujours un peu un fil conducteur de dire on est sur des morceaux. Voilà, et donc là on va passer sur Heal the World. Pour certains, c'est un morceau un peu cucu. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce côté très humanitaire de Michael, très peace and love, mais pour moi, Heal the World est quand même un excellent morceau dans la mesure où la mélodie est très belle, c'est très doux, et moi, ce morceau, j'ai toujours aimé Heal the World et j'ai aucun problème à le dire, et même si certains trouvent ça cucu, moi, j'adore. Déjà, ces petits sons cristallins au début, moi, ça marche tout de suite, parce que ce type de son, ça m'accroche direct. Et là, le piano, avec les petits sons de synthé derrière, c'est très doux, c'est très aérien. Et on a cette montée. Et là, c'est très doux, ça j'adore. Et là, la voix de Michael est beaucoup plus mise en avant. Là, elle est présente, elle est très présente. C'est ce que je disais, c'est pareil, c'est un morceau qui est très facile d'accès, qui fonctionne tout de suite. Et c'est une mélodie qui vous rentre tout de suite dans la tête, le refrain vous rentre tout de suite dans la tête. Il n'y a pas besoin de l'écouter 10 fois pour retenir la mélodie. C'est très beau en fait. C'est enfantin. Ça fait un petit peu petite comptine pour enfants. Mais en ayant quand même un peu plus de corps. Hein. En fait, on attend le refrain avec envie. Et là, on va monter d'un cran. Avec la caisse claire qui donne un peu plus de dynamique, un peu plus de corps. Ouais. C'est pas souvent, mais en fait, je trouve que je me reprends un peu. En fait, j'ai le sentiment que quand on écoute cette chanson ou quand on écoute d'autres chansons sur cette thématique, on écoute vraiment Michael, ce qu'il était, ce qui le préoccupait, ce qu'il avait envie de transmettre. C'est en ça que je trouve cette chanson très touchante, c'est que au-delà de son côté cucu, il y a un vrai message derrière, il y a une vraie préoccupation, il y a quelque chose qui le touchait beaucoup, et
Et quand on prend vraiment le temps d'écouter cette chanson, quand on prend vraiment le temps d'être gagné par sa mélodie, par son atmosphère, par les paroles, je trouve qu'on touche du doigt vraiment ce qu'était Michael, quoi. Et j'ai été gagné un peu par l'émotion parce que je ressors de l'écriture de mon livre dans lequel on sait que Michael en fait a dû arrêter sa tournée Dangerous à cause de ces accusations. Ça a beaucoup impacté en fait sur sa fondation Heal the World qui était pour lui, c'était très important parce qu'il était très fier de cette fondation. Il était vraiment très fier et je sais que arrêter la tournée a été un crève-cœur pour lui, entre autres à cause de ça. Donc voilà, j'ai tout ça qui s'est un peu mélangé pendant l'écoute, qui fait que, bon, je me suis un petit peu laissé embarquer, mais voilà. Allez, on va enchaîner avec un morceau pop-rock, le morceau qui a ouvert la promotion de Dangerous, qui est donc Black or White. Et ça c'est pareil, c'est un morceau qui soigne énormément son intro. On a cette image de l'enfant qui écoute un morceau rock dans sa chambre. D'ailleurs on a vraiment le côté qui va cogner là. Wow. Ça fonctionne bien ça. Et pareil, Black or White, c'est un morceau qui est hyper facile à écouter, hyper facile. Avec un refrain qui rentre tout de suite dans la tête. Pour ça, je trouve que c'est un très bon choix de commencer par la promo, par cette chanson. Et le rap de Bill Bottrell. Black or White, c'était... comme je l'ai dit, autant je trouve que Jam, c'était un excellent choix pour commencer l'album, autant Black or White, je trouve que c'est un excellent choix pour débuter la promo, parce que c'est un morceau qui fonctionne tout de suite, qui ratisse large, il a un refrain qui est très facile à retenir, c'est un morceau qui est terriblement efficace, et c'était un morceau qui parlait à plein de gens. Les gens qui aimaient le rock, ils aimaient le morceau, les gens qui aimaient la pop, ils aimaient ce morceau. C'était très très judicieux de commencer la promo par cette chanson, vraiment. Bon alors là on va enchaîner avec une merveille. C'est un des chefs-d'œuvre de l'album Who Is It, et je suis très content parce que c'est la première écoute que je vais faire de Who Is It dans ces conditions, et là j'ai hâte. Déjà rien que cette intro. On a quelque chose de mystérieux, je trouve que ça, justement, ce son marque très bien le côté mystérieux. Qui est-ce ? Voilà, on a ce côté un peu mystère. Ça illustre parfaitement. Voilà, on a cette rythmique très lourde, comme Stranger in Moscow. Vraiment, écoutez ces deux morceaux les uns après les autres, l'un après l'autre, vous allez voir. Et voilà, ça commence. On a les petits sons. Et là, la rythmique, elle est vraiment lourde sur ce morceau. J'adore. Oh là là, qu'est-ce que ça sonne bien. C'est vraiment une atmosphère, cette chanson. Et là, on a le refrain. J'adore. Il y a vraiment ce travail sur la rythmique. Il y a cet ascenseur un petit peu. Il y a des stops et ça repart. Et c'est divin.
Et le stop. Et ça repart. Ah, j'adore. Et là, Michael repart un peu en roue libre à la fin. Et ça, j'adorais quand il faisait ça dans ses morceaux. Parce que ça donnait vraiment beaucoup d'intensité. Ça donne un côté un peu feutré, un peu... Ouais, ça... Voilà. Et les bruits de bouche qui font la rythmique. En termes de production, c'est juste phénoménal. Il y a vraiment beaucoup de points communs avec Stranger in Moscow, que ce soit dans la rythmique avec les bruits vocaux, les choses comme ça. Et puis on a cette atmosphère très mélancolique, très mystérieuse, comme on a dans Stranger in Moscow. Pour moi, c'est vraiment deux morceaux assez similaires, et bon Dieu que c'est bon, quoi. Je suis vraiment content d'avoir cet album dans cette qualité, parce que j'ai tellement écouté en fait cet album, et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, quand je l'écoutais donc sur un petit poste cassette, vous savez, les petits postes double cassette comme on pouvait avoir tout en longueur. Voilà, le genre de poste un petit peu comme ça, vous voyez, vraiment, il y avait double cassette, il y avait deux enceintes. J'écoutais moi la musique sur un poste un peu comme ça, et ça fonctionnait très bien, et j'ai découvert l'album et je l'ai écouté énormément comme ça sur ce support. Et ce qui est toujours bien, c'est que avec la musique de Michael, mais avec d'autres aussi, c'est que on écoute la musique pendant des années sur ce type de support, et ça fonctionne super bien, et on a la mélodie, on a tout ça. Et dès qu'on passe sur des supports un peu plus qualitatifs, que ce soit le CD, que ce soit le dématérialisé, ou que ce soit la DAT, là on va percevoir encore plus de choses. Et c'est ça que j'aime, c'est que même des années après, quand on va changer de support, on va quelque part un peu redécouvrir les chansons. Bon allez, on va enchaîner avec un autre gros morceau de l'album. Là pour le coup, niveau intensité, on est aussi servi avec Give In To Me. Et c'est un morceau que je trouve intéressant, et que je trouve encore plus intéressant depuis qu'on sait que c'est un morceau qui a été composé en impro, pendant une jam session. C'est le seul exemple connu d'une chanson de Michael qui a été composée comme ça, avec Bill Bottrell, pendant une session d'impro, et c'est phénoménal à écouter cette archive. Je sais pas si vous la connaissez, vous la trouverez sur YouTube. Give In To Me, c'est ce que j'appelle les morceaux pouah. Voilà, on écoute, on met stop et on fait pouah. Voilà, ça c'est, pour moi c'est un qualificatif. Vous aurez au moins appris ça aujourd'hui avec moi, les morceaux pouah. Ah. Bam, 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 bam. On a vraiment ce côté rock, un peu gras, un peu rappeux. Avec les nappes de synthé derrière, qui donnent une intensité. Là, voilà, cette petite mélodie à la guitare, là, ça j'adore. Qui en fait appuie les paroles. Et après on envoie le refrain. Oh là là, qu'est-ce que ça sonne bien dans mon casque. Toujours, Michael, voilà. On se fait un petit bridge, sympa, et après on va envoyer. Et c'est ça que j'aime dans ce morceau, c'est qu'on est plus dans le rock là, on est quasi dans le hard rock. J'adore les sons derrière qui boum. On a vraiment le côté sombre, lourd, qui se marie tellement bien avec la guitare de Slash. En fait, le solo de Slash, pour moi, moi je le mettrais à égalité avec le solo de Beat It, même si effectivement il est moins iconique. Et effectivement, ça sonne très Guns N' Roses de l'époque. On retrouve vraiment cette patte grâce à Slash. Et moi, j'adore les Guns, surtout leurs albums de l'époque. On n'est pas sur un morceau pop-rock avec une petite touche de hard rock. Là, pour moi, on est sur un morceau hard rock, affirmé.
très dure, très sombre, un peu lourde, un peu dramatique, et on a la voix de Michael qui se déchire, et ouais, ouah, c'est électrique, quoi, ça envoie. Alors ensuite, on va enchaîner avec un autre petit joyau de l'album qui est Will You Be There. Quand on écoute certaines chansons de Michael, notamment Will You Be There, on a ce côté vraiment très spirituel, quelque chose qui va vous élever spirituellement, qui va vous faire du bien. Et je trouve que Will You Be There, c'est un morceau qui fait du bien. Michael, en fait, nous sensibilisait son public à son univers, parce que Michael aimait l'opéra, il trouvait ça très beau, et c'était un amateur d'opéra, de musique classique, et j'aimais bien le fait qu'il en mette par petites touches. Oh, ça c'est beau, ça. Oh, l'écho. Voilà, quand je vous disais que ça vous élève spirituellement, bah c'est ça. Vous fermez les yeux, vous vous élevez. Vous êtes dans quelque chose de beau, Ça, c'est une intro qui est soignée, Et là, on envoie la cavalerie. Voilà. Ça vous hérisse les poils. Et on redescend, et Michael... Avec les chœurs derrière qui... Pareil, c'est une mélodie qui vous rentre tout de suite en tête. Ça fonctionne immédiatement. Qu'est-ce que c'est beau. Et on redescend gentiment. Pam, pam, pam. Pam, pam. For you're always in my heart. Pam, pam, pam. Déjà, on a un mélange des genres qui pour moi est très très beau. On a ces rythmes un petit peu... on a ce côté un petit peu tribal dans le rythme, etc. C'est un morceau qui est juste sublime. Et je le répète souvent, mais c'est ça que j'aime chez Michael, c'est que Michael faisait pas partie de ces artistes où on dit « Ouais, mais vous savez, faut comprendre son univers, il faut rentrer dedans, etc. » Non, Michael, lui, avait une conception de la musique pour laquelle il disait que la musique, elle devait parler d'elle-même, elle devait... Si ça sonnait bien tout de suite, c'est que c'était bon. C'est que le morceau était ok. Et Will You Be There en est le parfait exemple. C'est qu'on est sur de la musique qui est facile à écouter. Et que ce n'est pas péjoratif de dire ça. Pour certains, la musique a besoin d'être élitiste pour être bonne. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que les morceaux qui fonctionnent tout de suite sont les meilleurs. Ce que je trouve intéressant, c'est que Michael avait ce côté très universaliste. Et que c'est pour ça, je pense, qu'il avait autant de succès et que ses chansons parlaient à autant de gens. C'est qu'il y avait vraiment cette volonté de faire de la musique qui parle à tout le monde. Et pas seulement à une catégorie d'auditeurs. C'est ce que ces gens-là reprochent à Michael, d'avoir été trop ouvert, trop universaliste. Pour certains, la musique a besoin d'être réservée à une élite. Alors moi, je ne conçois pas la musique comme ça, et Michael ne la concevait pas non plus comme ça. C'est pour ça que pour certains, ils comprendront jamais le génie qu'était Michael, parce que pour eux, la musique accessible, c'est de la musique commerciale. Et de la musique commerciale, c'est... On se bouche le nez, quoi. Je comprends qu'on n'aime pas la musique de Michael Jackson, j'ai aucun problème avec ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimais chez lui, c'est ça.
C'est précisément ça. Bon, bah, on va enchaîner avec une autre petite pépite. Ok, allez, bouton play. Ah, ce petit. Qui a été le dernier morceau enregistré pour l'album Dangerous, faut le savoir. Oh, ça sonne bien. Oh là là. Et là, on est aussi sur un morceau spirituel, hein, parce que garde la foi. Mais on est sur quelque chose un petit peu plus rythmé que Will You Be There. Ah, on a les claquements de doigts, on a les chœurs. Et d'un seul coup... Ça aussi, Michael faisait beaucoup ça dans ses chansons. Hein. Et là... Ah, ça... On a juste de la rythmique et des chœurs et Michael. Oh, les frissons à la fin. Ouais, bah c'est une chanson que je trouve vraiment très très bonne, vraiment bonne. Et j'aime beaucoup ces chœurs de Andraé Crouch qui donnent un corps énorme à la chanson. Et cette partie où on a juste Michael, les chœurs et la rythmique, ah ça c'est la partie de la chanson que je préfère. Et c'est un morceau que Michael a eu beaucoup de mal à enregistrer, donc ce morceau revient de loin, hein, vraiment. Et donc ensuite on enchaîne avec... Michael n'a pas fait beaucoup de reprises dans ses albums, mais Gone Too Soon, c'est une reprise qui est tellement belle. Et Michael l'interprète formidablement bien. Ça c'est beau, c'est juste beau ces sons-là. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça. Et ça c'est un morceau sur lequel on entend très bien la voix de Michael parce que les accompagnements sont très minimes. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Oh, qu'est-ce que ça sonne bien. Like a castle Oh, qu'est-ce que c'est beau. built upon a sandy beach, gone too soon. Qu'est-ce que c'est beau. Like a sunset, L'interprétation de Michael est magnifique sur cette chanson. rising of the moon. Gone too soon. Ah là 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 là. Bon Dieu. Pouh. Ah, j'avais les poils hérissés, c'est juste beau. La version de John Warwick est très belle aussi, parce que John Warwick, Dieu sait que voilà, c'est une voix magnifique, extraordinaire. Mais la version de Michael est quand même superbe. Elle est superbe. Il y a une version aussi qui est très très belle, que je vous invite vraiment à écouter si vous ne la connaissez pas. C'est la version qui est présente sur l'album Unplugged de Babyface. Et il la chante en duo avec Stevie Wonder. Sa version est aussi vraiment très très belle. Et je vous invite à l'écouter, vous allez la trouver sur YouTube sans problème. Parce que c'est aussi une très belle version que vous devriez écouter.
Et on va arriver au bout de l'album avec Dangerous, donc la chanson éponyme. Et là, on revient sur un morceau percutant comme Jam. Voilà, on va arriver sur quelque chose de lourd. Et c'est vrai que c'est un morceau qui est très très bon et qui a été pressenti pour être single parce qu'il existe des versions edit. Il existe une version edit qui a été faite par Bruce Swedin en 93. Mais bon, voilà, l'affaire fait que il n'a pas été utilisé comme single, mais je trouve qu'il aurait mérité certainement de l'être parce que il est sacrément bon ce morceau. Ouh. Oh, la rythmique sur ce morceau. Et alors, vous allez entendre le petit son de piano là. Et ben dans la version edit qui a été faite par Bruce Swedin, le morceau commence par ce petit passage au piano, mais isolé. Et ça fait din 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 din, et bam, le morceau commence. Voilà, comme ça vous savez tout. Et là pareil, des couplets qui sont une voix grave, on pose l'ambiance un peu sombre, un peu mystérieuse, qui est cette femme dangereuse. Et dans les refrains, on va s'envoler. Ça, la thématique de la femme dangereuse, c'est quelque chose qui est très récurrente dans la discographie de Michael. On arrive dans la partie finale. Cette caisse claire, elle est... Ça, j'adore ça. Ça claque, quoi. Et là, c'est sauvage, c'est bestial, c'est... C'est vrai qu'on a envie de danser, en fait, avec ce morceau. Et là, on termine l'album. J'ai un peu la même sensation que quand j'écoute Tabloid Junkie, ou vous voyez, ce genre de morceaux qui... Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, les morceaux. Bah, c'est un peu ça, quoi. Bon, bah, on est arrivé au bout de cet album. Alors, déjà, d'une part, avec mon ampli, avec... voilà. Bah, c'est... Attendez, je vais éjecter la DAT. Voilà. Ouais, alors attendez, parce que j'ai du mal à trouver mes mots là, je suis un peu décousu. Écouter l'album dans ces conditions, déjà c'est un vrai privilège. Et c'est un réel plaisir parce qu'on saisit, comme je dis toujours, on saisit plein de détails qu'on n'a pas quand on l'écoute dans des conditions moins optimales. Mais de temps en temps, j'adore me poser pour écouter les albums de Michael dans ces conditions parce que c'est là qu'on se rend compte de la richesse de la production, la richesse des arrangements, la richesse de tous ces petits sons qui étaient mixés ensemble de manière à créer une scène sonore époustouflante. Dangerous, ça a été un album majeur dans la discographie de Michael, un album qui a été dénigré aussi parce que ça a été le premier album sans Quincy Jones, et pour certains, Michael sans Quincy, c'était plus pareil. C'est une merveille cet album, c'est une merveille. Pour moi, il vaut largement ses prédécesseurs. Il s'inscrit dans une continuité. Effectivement, c'était le premier album sans Quincy, mais à cette époque, Michael avait atteint une maturité. Même s'il n'y avait pas Quincy Jones, Dangerous, pour moi, je suis désolé, c'est un album majeur des années 90, pas seulement pour Michael Jackson. Majeur dans les années 90 au sens large du terme. La seule interrogation que j'ai toujours sur cet album, c'est est-ce que je n'aurais pas remplacé Can't Let Her Get Away par Someone Put Your Hand Out. Mais mis à part ce petit truc, pour moi cet album est très costaud. Alors effectivement, la fin de la promotion a été gâchée par l'affaire Chandler, mais bon, heureusement c'est arrivé vraiment à la fin de la promo, ce qui fait que la promo de l'album a été très costaud, et il préfigure ce qu'on retrouvera plus tard sur History, notamment comme je disais Who Is It, qui a de grosses similitudes avec Stranger in Moscow, et j'ai été très heureux aujourd'hui de réécouter cet album en entier parce que, comme je vous l'ai dit, je le fais pas souvent écouter les albums de Michael en entier.
Et je suis content parfois de me reposer à nouveau et de reprendre le temps d'écouter un album dans sa globalité parce que je trouve toujours qu'on perçoit on perçoit mieux les choix artistiques quand on écoute un album en entier. Parce que ça fait quelques années maintenant que j'écoute la musique de Michael de manière épisodique. C'est-à-dire je vais prendre une ou deux chansons d'un album, je vais les écouter, puis après je vais en prendre d'autres. Voilà, mais j'aime bien de temps en temps réécouter l'album dans sa globalité. J'étais très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo parce que j'aime bien partager mes impressions, j'aime bien partager mes souvenirs et pendant tout le long de l'album, je me revoyais du haut de mes 11-12 ans à écouter l'album avec mon Walkman cassette Sony, mes petits écouteurs sur les oreilles et je kiffais ma life, mais comme jamais quoi. Et j'aime bien revivre ça de temps en temps, ça fait du bien de temps en temps de se remémorer, de se rappeler les choses. Ça fait du bien, parce que forcément quand on arrive comme moi dans la quarantaine, je suis bientôt dans le milieu de ma quarantaine, dans quelques mois, je fêterai mes 45 ans, bah on commence un petit peu à faire le bilan de sa vie et à essayer de retrouver un petit peu les sensations qu'on avait en étant jeune, et je me rends compte de ça en fait. Je me rends compte, plus les années passent, plus j'ai besoin de retrouver cet état d'esprit que j'avais avant, et que ça me fait du bien de me replonger dans le passé. Voilà. Mais l'avenir est toujours là, et justement, la transition est parfaite. L'avenir, c'est la sortie prochaine de mon livre. Le 23 juin prochain, je vais sortir mon premier livre consacré à Michael Jackson. Suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que dans très très bientôt, je vais ouvrir les précommandes de mon livre. Et j'ai très hâte que vous le lisiez, que je puisse avoir vos premiers retours. Je suis un peu fébrile également, mais voilà, j'ai enfin réussi à faire aboutir ce projet, et donc voilà, je vous donnerai plus de détails très 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 bientôt. L'actualité, c'est aussi ma cagnotte Tipeee. N'oubliez pas, parce qu'il vous reste encore quelques jours pour participer à cette cagnotte. Donc encore une fois, c'est pas un abonnement mensuel, c'est juste un don ponctuel qui vous permettra à partir de 20 € de participer à un tirage au sort qui vous permettra d'assister à mon prochain tournage dans les locaux d'Abbey Road, au cours duquel vous aurez droit d'écouter vos 2 chansons préférées de l'album Dangerous, extrait de ma DAT. Voilà, je vous le dis, et on passera une journée ensemble. Vous pourrez assister à tout le tournage, vous serez en régie avec nous à écouter la musique, et voilà, on vous prévoira une petite chaise dans un coin où vous pourrez profiter de l'expérience, et j'ai hâte aussi d'y être. Et en tout cas, je remercie vraiment les donateurs de ma cagnotte Tipeee, et j'ai des personnes en particulier à remercier: Melvin Le Trio, Harry Bellassen, Urtel Graziella, ou Graziella Urtel, je pense, Pitch Black, Marcus Pimpin, Marie-Sophie G, Dominique Vonoptenbosch, j'espère que je le prononce bien, Salia Ba, Damien Spiga, Mathis Bouchez ou Boucher, je sais pas comment on le prononce, désolé Mathis. Je suis désolé si j'écorche vos noms, vraiment, je suis désolé. Florence Papé, Héloïsa Dutra-Calda, Anna Turola, mon ami Philippe Ruellan, et enfin Marc-Ange Ruello. Merci vraiment à eux pour leurs dons sur ma cagnotte Tipeee, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas bien sûr à aller y faire un tour, et merci d'avance pour vos dons. En sachant que la collecte s'arrête le 6 juin, donc ne tardez pas si jamais vous voulez participer, si jamais vous voulez gagner la possibilité d'assister à ce tournage avec moi. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!